L'industrie sidérurgique russe est en train de mourir. Et cette fois, ce ne sont pas les rapports des services de renseignement occidentaux qui hurlent sur cet effondrement, mais les données officielles russes sur les chemins de fer et les finances, que le Kremlin ne peut pas cacher. Les données publiées par les chemins de fer russes mettent à nu l'exécution industrielle, la forteresse trop grande pour échouer de la Russie. Le plus grand employeur du pays, les chemins de fer russes, RZD, ne tient plus debout. Il y a maintenant une dette inimaginable de 3,36 billions de roubles dans la plus grande entreprise de l'État russe. Ces chiffres montrent que l'épine dorsale industrielle d'une superpuissance, qui a autrefois ébranlé le monde, a été brisée. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car cet effondrement crée une communauté de 700 000 personnes au sein de RSZD prêtes à exploser de colère. Cela a jeté plus de 700 000 employés loyaux et leurs familles, des millions de personnes, dans les bras glacés du chômage, de la misère et d'une incertitude absolue du jour au lendemain. Cependant, les chemins de fer russes n'ont pas directement licencié les travailleurs. Selon des correspondances internes divulguées par les services de renseignements ukrainiens et confirmées par des médias russes indépendants, ce n'est pas un licenciement massif. C'est un abandon rusé déguisé en congé obligatoire non payé. C'est une opération du régime pour éviter la responsabilité légale, tout en condamnant 700 000 personnes à un limbo légal sans revenu, incapables de subvenir à leurs besoins de base et laissés face à la faim et à l'incertitude. Ils ne sont ni travailleurs ni chômeurs. Ce sont des esclaves vivants sacrifiés par la machine de guerre du Kremlin. C'est le retour du chaos infâme des années 1990. Mais cette fois, non par un effondrement externe, mais par le choix propre du Kremlin. Et le Kremlin sait mieux que quiconque ce que signifient 700 000 personnes affamées et en colère qui n'ont plus rien à perdre. C'est le pire cauchemar du régime. Une explosion sociale beaucoup plus large, beaucoup plus profonde et impossible à contrôler que la marche de Prigojine sur Moscou. Pour comprendre à quel point cette réalité est choquante, il faut d'abord comprendre ce que sont les chemins de fer russes. En Russie, tout dépend du pétrole et des chemins de fer. Et RZD n'est pas seulement une compagnie ferroviaire ordinaire, c'est le squelette d'acier de cette vaste géographie étendue sur 11 fuseaux horaires. Le système de circulation économique et militaire. Ce réseau d'acier s'étendant sur plus de 85 000 km, de Kaliningrad à Vladivostok, est bien plus qu'une entreprise. C'est ce système de circulation qui a alimenté les ports terrestres de Moscou et de Saint-Pétersbourg, transporté la technologie vers la métallurgie dans l'Ural et acheminé le pétrole sibérien et les chars T-90 vers les lignes de front. Si le public a été promis à la stabilité pendant les 25 années au pouvoir de Poutine, l'acier de cette stabilité a été forgé sur ses rails. Les chars et les munitions produits dans ces usines sont transportés sur des milliers de kilomètres vers les lignes de front en Ukraine. Le même réseau relie les ports de l'Extrême-Orient au cœur politique de Moscou. Tout, du trésor de l'État aux lignes de front, fonctionne sur ces rails. En d'autres termes, sans RSD, la Russie reste simplement un concept géographique. Alors comment peut-elle risquer de mettre des centaines de milliers d'employés dans cette situation? Ce drame va bien au-delà d'une simple crise économique ou de licenciement massif. C'est une rupture existentielle. C'est une dynamite placée sur le ciment idéologique sur lequel repose le règne d'un quart de siècle de Vladimir Poutine. Ce récit d'un État fort et de stabilité. Le contrat social tacite de Poutine avec le peuple russe a toujours été basé sur une équation simple. Vous renoncez à vos libertés politiques, restez apolitique, soumettez-vous aux décisions du Kremlin. Je vous donnerai la stabilité économique, la sécurité, votre salaire payé à temps et un avenir prévisible pour vos enfants après le chaos humiliant des années 1990. Les 700 000 employés loyaux des chemins de fer russes étaient la garantie vivante de ce contrat. Ils n'étaient pas les libéraux protestataires de Moscou. Ils étaient l'épine dorsale du régime, le noyau le plus loyal, apolitique, qui faisait confiance à l'État. Poutine a détruit cette confiance du jour au lendemain en sacrifiant RSD et ses 700 000 personnes loyales au trou noir énorme de la guerre pour payer son aventure impériale en Ukraine. Et quand vous ajoutez les familles de ces travailleurs, la foule en colère s'élève à des millions de personnes. Nous parlons de millions de personnes affamées, en colère et qui n'ont plus rien à perdre. Et en fait, le Kremlin sait mieux que quiconque ce que cela signifie. La preuve la plus concrète et la plus glaçante de cette panique est encore plus terrifiante que les détails financiers de l'effondrement. Selon des correspondances internes de RSD divulguées par le service de renseignement extérieur ukrainien et vérifiées par des analystes OSINT,
La direction de l'entreprise, agissant sur des ordres directs du Kremlin, a immédiatement commencé à équiper ses plus de 30 000 agents de sécurité privés avec des armes à feu, du matériel anti-émeute et des véhicules blindés. Cela indique que le Kremlin est dans une panique mortelle. La cible de cet armement massif n'est pas une menace externe, une armée de l'OTAN ou des saboteurs ukrainiens. Ces armes sont directement pointées sur son propre peuple. Une armée potentielle de 700 000 individus en colère qui ont perdu leur emploi, leur dignité et leur avenir. Cependant, c'est un pari risqué pour Poutine, car la mémoire historique de la Russie est remplie de tels éclats de colère, et les résultats ne sont pas de bons exemples pour Poutine. Le 22 janvier 1905, des centaines de milliers de travailleurs ont marché sur le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. Ce n'était pas une marche révolutionnaire, c'était un cri d'aide des éléments les plus loyaux du régime. Les travailleurs portaient des portraits du tsar et des icônes religieuses, pas des drapeaux bolcheviques. Leur seule demande était que le grand démon tsar les protège des bureaucrates corrompus et des propriétaires d'usines qui les opprimaient. Le régime a répondu à cette loyauté par des balles. Ce jour-là, le mythe sacré que le tsar était le protecteur du peuple a également été tué sur cette place. Cette trahison a été la première étincelle qui a allumé la mèche de l'explosion finale en 1917. Comme les travailleurs en 1905, les 700 000 employés de REZD étaient également la circonscription la plus loyale, la plus apolitique et la plus étatiste du régime. Les jeter dans la rue avec un congé obligatoire non payé, c'est déchirer le contrat de stabilité de Poutine. Non avec du sang comme en 1905, mais avec une trahison économique tout aussi impitoyable. Pétrograd, Saint-Pétersbourg, février 1917. La lassitude de la guerre et la famine sont à leur apogée. Ce n'est pas l'idéologie qui a déclenché la révolution, mais le manque de pain. Les femmes ont envahi les rues en scandant « du pain ». Puis les travailleurs de l'usine Poutilov, un employeur géant comme RAZD, la plus grande et la plus stratégique installation industrielle de la ville, se sont mis en grève. Le tsar Nicolas II a ordonné aux troupes loyales, y compris le régiment de Volyn dans la ville, de réprimer le soulèvement. Mais quelque chose de crucial s'est produit. Les soldats ont refusé de tirer sur leur propre peuple, sur leurs propres mères et pères qui demandaient du pain. Le lendemain, ces soldats ont tiré sur leurs officiers et ont rejoint les rebelles. Ce qui maintient un régime debout, ce n'est pas le nombre d'armes, mais la loyauté de ceux qui les portent. Ce qui a renversé le tsar, ce n'était pas les plans des bolcheviks, mais sa propre armée démoralisée et trahie qui a refusé de tirer sur son propre peuple. Maintenant, Poutine compte sur 30 000 miliciens armés de RUZD pour réprimer une armée de 700 000 personnes en colère. Alors, ces miliciens ouvriront-ils le feu sur leurs anciens collègues et leurs familles qui partagent le même sort, qui sont leurs voisins, laissés à mourir de faim dans les mêmes villes mono-industrielles? La réponse du Kremlin en 1917 était un glaçant non. C'est le risque d'une crise de sécurité interne se transformant en guerre civile. Les événements qui ont eu lieu dans la ville de Novotcherkaskas du 1er au 2 juin 1962 pendant l'administration de Khrouchtchev sont presque une copie conforme du scénario RZD. Cela s'est produit lorsque le gouvernement a imposé d'énormes augmentations des prix des aliments, de la viande et du beurre, tout en réduisant efficacement les salaires des travailleurs de l'usine de locomotives de Novotcherkaskas, encore une fois les chemins de fer et la logistique, en augmentant leur quota de production. Des milliers de travailleurs se sont mis en grève et ont pris d'assaut le quartier général du Parti communiste. Les unités militaires locales ont reçu l'ordre d'ouvrir le feu sur la foule. Tout comme en 1917, de nombreux soldats et même certains généraux ont refusé d'exécuter cet ordre, disant « Je ne tirerai pas sur le peuple ». Le régime n'a pas répété son erreur de 1917. En réponse à cette trahison par l'armée locale, des tireurs d'élite spéciaux directement subordonnés au KGB et les unités de sécurité interne les plus loyales ont été amenés de Moscou. La préparation par Poutine de 30 000 miliciens armés est un pari joué contre le scénario de la révolte des soldats de 1917, basé sur le modèle de loyauté du KGB de 1962. Le Kremlin anticipe que la police locale ou la Rosgvardia pourrait ne pas ouvrir le feu sur le peuple et crée donc une armée spéciale au sein de RHD elle-même qui restera plus loyale au régime par peur de perdre leurs emplois. C'est une admission qu'il y a de la méfiance et des divisions même au sein de l'appareil de sécurité du régime. La fin des années 1990, en particulier les Relsin en 1998, a été témoin des guerres ferroviaires. Cette fois, les mineurs étaient au centre de la colère.
Des dizaines de milliers de mineurs qui n'avaient pas été payés depuis des mois n'avaient pas le pouvoir ou l'organisation pour marcher sur Moscou. Alors, ils ont utilisé l'arme la plus stratégique, leur propre corps. Les mineurs se sont assis sur la ligne du Transsibérien, la ligne de vie économique de la Russie. Ils n'ont pas bougé pendant des semaines. Cette action a effectivement paralysé la Fédération de Russie. Les expéditions de charbon, de pétrole, de nourriture et militaires se sont arrêtées. L'étranglement logistique a enfoncé le dernier clou dans le cercueil de l'économie déjà fragile d'Helsinki et a déclenché la crise massive des obligations d'État GKO et le moratoire de 1998. L'État a fait faillite. L'autorité d'Helsinki a été réduite à zéro et Vladimir Poutine a émergé de ce chaos en promettant la stabilité. Poutine connaît mieux que quiconque cette leçon qu'il a portée au pouvoir. Ce qui a détruit l'État en 1998, c'était l'arrêt de la logistique. Maintenant, se forcer à prendre un congé sont non pas des mineurs, mais les 700 000 travailleurs ferroviaires qui sont la logistique elle-même. Ils n'ont même pas besoin de faire grève ou de s'asseoir sur les voies. Leur simple refus de travailler suffit à plonger toute la machine de guerre et l'économie de la Russie dans un chaos bien pire qu'en 1998. Ces 4 cas sont les codes de la peur génétique du Kremlin. Le mouvement actuel de Poutine avec 30 000 miliciens est le pari de Novotcherkasskok de 1962, c'est-à-dire réprimer la majorité en colère avec une minorité loyale. Cependant, cette nouvelle armée des affamés de 700 000 personnes est une menace sans précédent, combinant l'échelle de masse de 1917, le focus industriel stratégique des locomotives de 1962 et le pouvoir de paralysie logistique de 1998, tout à la fois. C'est une équation trop grande pour que le régime l'ait jamais rencontrée auparavant, et qu'il est peu probable qu'il puisse affronter. Alors, comment ce géant insubmersible a-t-il coulé ? Pendant des années, le Kremlin a présenté ce vaste réseau non seulement comme un moyen de transport, mais aussi comme un symbole d'autorité centrale et d'unité nationale. Avant la guerre, les volumes croissants de frais de RZD, les nouvelles lignes construites et les wagons modernisés étaient les preuves les plus tangibles du récit de Poutine d'une Russie en ascension. Cependant, la guerre a révélé la douloureuse réalité derrière cette façade lisse. Les données publiées par les chemins de fer russes eux-mêmes, des chiffres indéniables, révèlent comment ce vaste système de transport est arrivé au bord de l'effondrement. L'effondrement n'est pas survenu du jour au lendemain. C'était le résultat inévitable d'années de décomposition systémique et de mauvaise gestion. Premièrement, des rapports de think tanks tels que le Wilson Center, intitulé « La piratisation de la Russie », ont longtemps documenté comment des géants comme RSD ont été transformés en monopoles privés sous la kleptocratie de Poutine, et comment ils ont été pillés par des milliards de dollars via des appels d'offres inefficaces. L'entreprise était devenue une structure construite plus sur la loyauté politique et la corruption que sur la rentabilité. Deuxièmement, le coût de la guerre est arrivé. Les sanctions occidentales ont réduit les opérations de fret internationales les plus rentables de RZD en 2022. Selon des données officielles rapportées par Reuters de l'agence de presse Interfax, le bénéfice net de l'entreprise en 2022 a subi un effondrement massif de 95%. Troisièmement, et le plus dévastateur, des rapports divulgués par le service de renseignement extérieur de l'Ukraine ont confirmé que le coût direct de la guerre, à savoir le coût du transport de l'équipement militaire et les dommages causés par les sabotages ukrainiens, ont complètement détruit la structure financière de l'entreprise. Ces fuites publiées signalaient depuis des mois les pas de la faillite, révélant que le Kremlin avait commencé à licencier discrètement des dizaines de milliers de travailleurs sous le couvert de congés obligatoires non payés. Maintenant, décomposons cela un peu. Sur la ligne de Sibérie orientale, la ligne de vie du pays et sa porte d'entrée vers l'Asie, les expéditions de charbon, l'intrant principal pour l'industrie sidérurgique et les centrales électriques, ont chuté de 2,6% en un an. Cela seul est une sonnette d'alarme. Mais le vrai effondrement se produit dans l'industrie elle-même. Sur la même ligne, les expéditions de matières premières industrielles nécessaires au fonctionnement des usines ont chuté de 14,4%, tandis que le fret de construction, qui devrait construire l'avenir du pays, a chuté de 16,1%. Des taux énormes qu'il serait difficile de voir même dans une récession en temps de paix. Le résultat le plus soudain et le plus impitoyable de cette paralysie ferroviaire s'est vu dans les bilans des géants sidérurgiques du pays au cœur de l'économie russe. Ce n'est pas seulement une crise économique. C'est l'histoire du secouement fondamental de cette relation complexe et fragile entre oligarques et États sur laquelle Poutine a construit son pouvoir pendant 25 ans. Parce que quand les chemins de fer s'arrêtent, ce ne sont pas seulement les wagons qui s'arrêtent, mais aussi l'argent. Et quand l'argent s'arrête, même les alliés les plus loyaux commencent à questionner leur propre avenir.
La première et la plus symbolique forteresse frappée par ce tsunami financier étaient les usines sidérurgiques de Magnitogorsk. MMK n'est pas seulement une usine, c'est un monument au pouvoir industriel soviétique. Le cœur d'une ville industrielle géante construite à partir de zéro au pied des monts Ural. Conçu par Staline comme la Mecque de l'acier, ce complexe massif a produit pendant des décennies des blindages pour les chars russes, de l'acier pour ses pipelines et du fer de construction pour ses villes. Et à la tête de ce géant se trouvait Viktor Rachnikov, l'un des oligarques les plus proches et les plus loyaux de Poutine. Rachnikov est un oligarque classique qui a commencé comme un simple ouvrier à l'usine, a pris le contrôle de l'installation pendant les années folles de privatisation des années 1990 et a réussi à préserver sa richesse et son pouvoir pendant le règne de Poutine. Son pouvoir était lié au pouvoir de MMK, et le pouvoir de MMK était lié à la faveur du Kremlin. Cependant, la guerre a brisé cette équation. Le bilan officiel publié par MMK était indistinguable d'un rapport de faillite. Le bénéfice net de l'entreprise avait plongé de 88,8% en une seule année. C'était l'empire économique de l'un des hommes les plus loyaux de Poutine qui s'évaporait sous ses yeux. Une autre victime du même tsunami était Severstal, vu comme le visage plus moderne et orienté vers l'Occident de la Russie. Son propriétaire, Alexei Mordachov, avait passé des années à essayer d'amener son entreprise aux normes européennes, à produire de l'acier high-tech et à vendre des biens sur les marchés occidentaux. Contrairement aux autres oligarques, il s'efforçait de devenir un acteur mondial. Cependant, la guerre ne l'a pas épargné non plus. D'abord, il a complètement perdu l'Europe, son marché le plus rentable, en raison des sanctions. Puis, avec la paralysie ferroviaire et l'effondrement de la demande domestique, il a subi un second et fatal coup. Les profits de Severstal ont chuté de 55% en une seule année. La vision globale de Mordachov gisait en ruine sous les rêves impériaux de Poutine. Cependant, la figure la plus effrayante dans les bilans était encore plus significative que les baisses de profit. Les deux géants ont rapporté un flux de trésorerie négatif. Comprendre ce que ce terme technique signifie pour la santé d'une entreprise et d'une économie est vital. Cela signifie que plus d'argent sort pour payer les matières premières, les factures d'énergie, les salaires et les impôts que ce qui entre dans les caisses. C'est un billet aller simple vers une faillite insoutenable. Ces géants ne gagnent plus d'argent de la production d'acier, ils en perdent. L'acier est le squelette d'une économie moderne. Quand ce squelette se brise, tout le corps devient paralysé. C'est exactement ce qui se passe en Russie en ce moment. La pénurie d'acier a ciblé le cœur de la structure économique de la Russie. Cette contraction, qui n'affectait initialement que certains secteurs, secoue maintenant tout le système industriel avec une réaction en chaîne. Le secteur de production civile a subi le coup le plus dur. Même les données de Rosstat, l'agence officielle de statistique du Kremlin, ne peuvent pas cacher cet effondrement. L'industrie automobile russe, qui a été propagandée pendant des années comme remplaçant les marques occidentales par une production domestique, ferme maintenant les lignes de production l'une après l'autre parce qu'elle ne peut pas trouver d'acier. La production d'automobiles et de remorques a chuté de 13,7%. Ce n'est pas seulement une statistique de production. Cela montre qu'une des artères industrielles de la Russie est bloquée. L'impact ne s'est pas arrêté là. La contraction de l'acier et des produits connexes s'est propagée au secteur de la construction, de l'ameublement domestique et même de l'habillement. De nouveaux projets de construction ont été mis en attente à travers le pays et la production de logements a ralenti. La production de meubles a diminué de 3,2%, causant à la fois des pénuries d'approvisionnement sur le marché domestique et des augmentations rapides des prix. L'industrie de la chaussure et des articles en cuir, l'un des biens de consommation les plus basiques, a connu une forte baisse de 16,9%. Les fabricants se plaignent non seulement de l'incapacité à trouver des matières premières, mais aussi de l'incapacité à retenir les travailleurs en raison de la hausse des coûts. Aucune économie moderne ne peut fonctionner sans acier. Vous ne pouvez pas construire un nouveau bâtiment. Vous ne pouvez pas produire une nouvelle voiture. Vous ne pouvez même pas assembler un simple réfrigérateur. La pénurie d'acier en Russie n'est pas seulement un problème industriel, elle est devenue le présage de l'effondrement de tout l'ordre économique. Cela parce que l'acier est une ressource aussi stratégique que l'énergie, et sans lui, chaque maillon de la chaîne de production commence à se briser. Face à cette situation, le Kremlin n'avait qu'une seule solution, consacrer la petite quantité restante de production d'acier entièrement à la machine de guerre. En d'autres termes, nourrir l'armée en sacrifiant l'économie civile. Mais c'est comme saigner une industrie mourante. En détruisant l'économie civile, vous détruisez aussi la demande domestique pour l'acier.
Sans demande, les producteurs d'acier subissent des pertes encore plus grandes et sont forcés de réduire encore plus la production. Parce que l'offre totale s'est effondrée, cette stratégie est une spirale de mort auto-perpétuée qui finira par arrêter aussi la production militaire. Poutine ronge la base industrielle qui nourrit son armée pour nourrir cette armée. Cet effondrement industriel n'est pas seulement une crise économique, mais aussi l'échec de la fameuse doctrine de la forteresse Russie qui a formé la base des 25 années de Poutine au pouvoir. Poutine a promis au peuple russe une économie résiliente, autosuffisante et forte qui pourrait résister aux sanctions occidentales. Cependant, les données de ses propres institutions étatiques prouvent comment cette doctrine a été minée, comment cette promesse n'est rien d'autre qu'un mensonge vide. L'économie de guerre est une illusion. Environ 4 millions de personnes travaillent maintenant directement dans le complexe militaro-industriel. Cependant, ces personnes sont tirées de l'économie civile, c'est-à-dire des secteurs qui produisent une valeur réelle. Cette situation accélère l'effondrement, en laissant les secteurs civils sans travailleurs qualifiés. Le pays se transforme en une gigantesque Corée du Nord, produisant seulement des chars et des missiles, mais incapable de produire des voitures ou des réfrigérateurs pour son propre peuple. Et quand il n'y a pas de demande domestique, vous ne pouvez pas produire ces chars et ces missiles longtemps. C'est un système autodévorant. De plus, cet effondrement financier détruit fondamentalement le contrat non écrit entre Poutine et les oligarques qui le maintiennent au pouvoir. L'accord de Poutine avec eux était simple. Restez en dehors de la politique et je vous laisserai accroître votre richesse et je protégerai cette richesse contre l'Occident. La guerre a détruit les deux parties de cet accord. En saisissant les yachts, les manoirs et les comptes bancaires des oligarques, l'Occident a prouvé que Poutine ne peut pas les protéger. Maintenant, la guerre elle-même et le chaos économique qu'elle a créé détruisent la richesse des oligarques au sein de la Russie, à savoir leurs usines et leurs entreprises. Poutine ne les protège plus. Au contraire, il sacrifie leurs empires industriels l'un après l'autre pour sa propre survie politique. Et cette situation crée un silence, une méfiance et un potentiel de trahison dans les couloirs du Kremlin qui est plus dangereux que jamais. Parce que Poutine n'est plus une garantie pour eux, mais la plus grande menace pour leur richesse et leur avenir. Ce dilemme impossible soulève inévitablement les deux questions fondamentales qui détermineront l'avenir du Kremlin et le destin de la Russie. Ce potentiel de trahison au sommet se transformera-t-il en un coup de palais sanglant derrière des portes closes? Ou cette douleur économique, qui a commencé avec la fermeture d'usines et s'est propagée à travers le pays, déclenchera-t-elle un soulèvement populaire massif dans les rues qui pourrait renverser le régime? Ces deux questions sont en fait deux faces différentes du même scénario d'effondrement et créent une dynamique extrêmement dangereuse qui se nourrit mutuellement. Premièrement, la possibilité que les oligarques se rebellent ouvertement contre Poutine, c'est-à-dire qu'ils commencent un soulèvement, est extrêmement faible. Pour comprendre cela, il faut comprendre l'ADN de l'oligarchie russe moderne. Ces personnes ne sont pas des idéologues révolutionnaires ou des dissidents courageux. Ce sont des joueurs extrêmement pragmatiques et lâches, qui ont réussi à survivre même dans les environnements les plus impitoyables et chaotiques. Leur première et unique priorité est de protéger leur propre richesse et leur propre vie. Par conséquent, publier une déclaration publique contre Poutine ou appeler à un soulèvement équivaudrait à un suicide pour eux. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils resteront silencieux. Leur rébellion ne se déroule pas dans les rues, mais dans les comptes bancaires à Zurich, dans les bureaux des cabinets d'avocats à Londres et dans les réseaux de chuchotements secrets au sein du Kremlin. C'est une trahison silencieuse, profonde et tout aussi destructrice. La première étape de cette rébellion est la fuite des capitaux. Ils essayent de déplacer leurs derniers actifs liquides hors de Russie vers Dubaï, Hong Kong ou un paradis fiscal inconnu à tout prix, en utilisant des sociétés écrans complexes et des jeux financiers. La deuxième étape est la résistance passive. Ils ralentissent délibérément les ordres du Kremlin pour la production de nouveaux chars ou missiles en utilisant des excuses parfaitement légitimes telles que des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des pénuries de matières premières ou des difficultés techniques. Ce n'est pas une rébellion, mais un traînage de pied. Cependant, ces conséquences peuvent être aussi dévastatrices que du sabotage pour l'armée sur les lignes de front. Et enfin, l'étape la plus dangereuse est la recherche d'un successeur. Ces oligarques voient que le navire de Poutine coule et qu'ils couleront avec lui. Par conséquent, ils se lancent dans la recherche d'un nouveau leader qui puisse sauver leur fortune, revenir à la table des négociations avec l'Occident et mettre fin à cette guerre insensée. Ce leader ne sera pas quelqu'un du peuple ou un dissident exilé. Ce leader sera un général ou un chef du renseignement issu du système, probablement de l'aile plus pragmatique de la bureaucratie de sécurité, connue sous le nom de Siloviki.
Les oligarques s'uniront discrètement autour de ce successeur potentiel, lui offrant leur pouvoir financier, leurs médias et leurs connexions internationales. Leur objectif n'est pas de renverser le système, mais de sauver le système et leur propre fortune en remplaçant l'homme au sommet. Ce qui pave la voie à cette rébellion silencieuse et élitiste des oligarques et lui donne de la légitimité, c'est la colère croissante et maintenant indéniable du peuple. Que signifie l'effondrement de l'industrie sidérurgique pour les citoyens russes ordinaires? Le premier endroit où cette douleur est ressentie est dans les villes industrielles comme Magnitogorsk, où des vies entières ont été construites à l'ombre d'une seule usine d'acier massive. Des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de travailleurs se retrouvent soudainement au chômage. Les petites entreprises qui approvisionnaient l'usine font faillite. Les restaurants, les magasins et le secteur des services de la ville s'effondrent. Ce n'est pas tant une crise économique qu'une apocalypse sociale. L'aide sociale maigre offerte par l'État est insuffisante pour compenser cette destruction massive. Ces villes deviennent des centres de colère et de désespoir. Cependant, l'impact n'est pas limité à ces ghettos industriels. Les vagues de la crise atteignent finalement les lumières vives de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Quand la production d'acier s'arrête, Avtovaz, la plus grande usine automobile du pays, ne peut pas trouver la tôle nécessaire pour produire beaucoup de voitures et ralentit la production. Cela signifie qu'un ouvrier automobile à Samara perd son emploi et que les prix des voitures montent en flèche chez un concessionnaire à Moscou. Quand la pénurie d'acier de construction commence, les nouveaux projets de logement et d'infrastructures à travers le pays s'arrêtent. Cela signifie qu'un ouvrier du bâtiment à Saint-Pétersbourg est mis un congé non payé et qu'une famille rêvant d'une nouvelle maison voit ses espoirs brisés. Au cours des 2 premières années de la guerre, le Kremlin a réussi à diriger la colère publique vers l'Occident, l'OTAN ou les nazis ukrainiens. Mais maintenant, la cible de cette colère change. Quand un ouvrier à Magnitogorsk perd son emploi, il ne blâme plus Washington. Il blâme le directeur qui n'a pas pu gérer l'usine, le gouverneur qui a détourné les ressources vers la guerre, et au sommet, Vladimir Poutine qui a commencé cette guerre. Comme on peut le voir, ce n'est pas une récession, c'est l'enterrement d'une industrie. Et c'est une destruction qui aura des conséquences durables pour la Russie. Une fois que les hauts fourneaux refroidissent, les rallumer nécessitent des mois et des coûts énormes. Quand les usines ferment, ce ne sont pas seulement les machines qui s'arrêtent. Les maîtres, les ingénieurs et les ouvriers qui opéraient ces machines trouvent aussi d'autres emplois ou quittent le pays. La Russie perd non seulement ses usines, mais aussi la base de connaissances, la mémoire institutionnelle et, le plus important, le capital humain nécessaire pour les faire fonctionner. Tandis que Poutine cherche une victoire militaire à court terme en Ukraine, il a détruit de manière permanente la prétention de la Russie à être une puissance industrielle et son avenir industriel. C'est briser l'épine dorsale économique de son propre pays. Et une fois que l'épine dorsale est brisée, elle ne sera plus jamais la même. Ce que nous voyons ici est plus qu'un bilan, c'est un rapport d'autopsie. La machine de guerre de Poutine n'est plus contente de survivre sur le territoire ennemi. Elle dévore son propre cœur industriel, son épine dorsale d'acier et ses 700 000 travailleurs les plus loyaux. En conséquence, le régime fait face pour la première fois de son histoire à une double menace existentielle. D'un côté, le soulèvement massif de l'armée des affamés, 700 000 personnes piégées dans des villes mono-industrielles, hantées par le fantôme de 1917. De l'autre, la trahison silencieuse et le coup de palais planifié derrière des portes closes par des oligarques dont les fortunes s'évaporent. L'explosion sociale n'est plus une question de si, mais seulement de quand. Que pensez-vous? L'effondrement industriel de la Russie pourrait-il mettre fin à la guerre? Ou le Kremlin parviendra-t-il d'une manière ou d'une autre à survivre à cette crise à double tranchant? Partagez vos opinions et analyses précieuses avec nous dans la section des commentaires.